Conseil national du patronat du Sénégal vous présente l'entreprise citoyenne, magazine radiophonique développé en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Bienvenue sur l'entreprise citoyenne qui, en ce samedi 25 novembre 2017, sera consacrée à l'atelier de partage sur le droit du travail, la formation et l'insertion professionnelle organisé par le Conseil national du patronat en partenariat avec l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, l'ASPRH. Nous aurons l'occasion aujourd'hui de visiter un ouvrage réalisé par le docteur Henri-Joël Tagoum Fombeno, docteur en droit privé, qui l'a consacré à l'évolution des textes au Sénégal et à leur interprétation pour un usage commun. Nous aurons également M. Alioune Ba, secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat, et M. Ibrahim Mbaye, président de l'ASPRH, l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, le CNP et l'ASPRH étant les organisateurs de cette manifestation. Le droit du travail sénégalais, c'est le sujet de l'entreprise citoyenne aujourd'hui, et c'est parti. Monsieur Alioune Ba, vous êtes secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat et vous avez été le maître d'œuvre de cet atelier de partage sur le droit du travail, l'insertion professionnelle et la formation. Alors, c'est une coproduction CNP-ASPRH et on sait que le partenariat entre le CNP et l'ASPRH connaît son point culminant avec les assises de l'entreprise. Tous les ans, il y a un atelier préparé dans le cadre de ce partenariat. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte cet atelier se situe au regard des besoins en compétitivité de l'entreprise sénégalaise? Sur le choix du thème autour duquel nous nous sommes réunis, ce choix n'a pas été facile au regard des multiples et divers sujets relatifs au vécu quotidien en milieu professionnel. Cependant, en regardant un peu plus, on s'est rendu compte que nous disposons de toutes les ressources nécessaires pour le développement de notre pays et nous disposons aussi vraiment de ressources humaines et techniques. Malheureusement, nous sommes dans une phase où en fait on a des problèmes d'articulation et d'insertion des jeunes en milieu professionnel. D'où aussi vraiment le choix du thème sur le droit du travail, la formation et l'insertion professionnelle pour entamer un débat qui sera continu et sur plusieurs mois et sur plusieurs années, je pense, parce que c'est un problème d'actualité. On parle de l'insertion professionnelle, de l'insertion des jeunes, on parle de l'emploi décent, on parle du droit du travail. Je pense que le thème était d'actualité. Alors, la relation avec l'ASPRH, effectivement, à travers ce partenariat, vous pouvez toucher l'ensemble des directeurs des ressources humaines au Sénégal pour faire descendre des informations, mais également pour faire remonter des besoins. Quels sont les besoins qui sont les plus pressants aujourd'hui au regard des préoccupations des entreprises? Les besoins sont énormes et les besoins sont larges. Mais aujourd'hui, avec l'ASPRH, sur le dernier point qu'on a eu, les DRH avaient besoin de plus de maîtrise du contrat de travail, du droit de travail et des dispositifs en termes de formation professionnelle qui sont actuellement en vigueur dans notre pays. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons une forte et une collaboration sincère et très efficace avec l'ASPRH depuis plusieurs années et qui regroupe les responsables et directeurs des ressources humaines de la plupart de nos membres, des entreprises membres du CNP. Donc nous travaillons en étroite collaboration et nous avons donc comme un accord réfléchi sur ce sujet qui touche vraiment le cœur des métiers de l'entreprise à l'heure actuelle. Alors, le choix du thème, donc, le droit du travail, la formation et l'insertion professionnelle. L'entreprise sénégalaise est dans une économie mondialisée, elle est en pleine mutation. Il y a des soucis de performance et je reviens sur le discours il y a quelques jours, le chef de l'État qui disait « Attention, la concurrence, elle n'est plus que nationale, elle n'est même pas régionale, elle sera continentale et mondiale ». Et on voit émerger de nouvelles formes de travail, le travail délocalisé, la dématérialisation. Et donc, il y a autant de choses qui appellent un changement des textes. Comment évolue cette réflexion au niveau du Conseil national du patronat et est-ce que cet atelier a eu à répondre à un certain nombre de questions de ce type? Cette réflexion, elle a été entamée depuis très longtemps au sein de notre organisation patronale. Nous avons eu à réfléchir et même à faire plusieurs propositions
à notre partenaire qu'est l'État, mais aussi à nos autres partenaires que sont les syndicats de travailleurs. Aujourd'hui, le droit du travail est une composante incontournable de la vie des entreprises. Et je pense qu'à cet effet, il est indispensable d'avoir la maîtrise de cette matière réputée complexe et mouvante, dont l'évolution est effectivement étroitement liée aux contingences socio-économiques dont vous parlez avec cette ouverture et cette mondialisation. Et nous avons énormément d'avantages à mieux maîtriser les textes, mais aussi à avoir des textes qui sont, à faire un retoilettage des textes pour avoir des textes simples et compréhensibles, aussi bien par les travailleurs que par les employeurs, vraiment par l'ensemble des acteurs qui tournent autour du contrat de travail. Et on peut considérer que le toilettage des textes et leur simplification vont améliorer la compréhension que les parties prenantes en ont et bien évidemment réduire aussi le nombre de conflits, puisqu'il y a encore trop de conflits dans le milieu du travail qui sont souvent liés à une méconnaissance ou à une mauvaise interprétation des textes. Les conflits sont plus liés à une incompréhension des textes, parce que lors des discussions, nous nous sommes rendus compte que les DRH maîtrisaient les textes, mais il y a énormément de petits points, de soucis qu'il faut vraiment mieux maîtriser pour pouvoir éviter tout ce qu'il y a conflit au sein des entreprises. C'est important vraiment et à tous les niveaux d'avoir des textes qui sont simples, compréhensibles et qui permettent d'avoir une visibilité, une lisibilité claire de tout contrat qui sera signé entre l'employeur et le travailleur. Cela est important pour l'entreprise, cela est important pour la compétitivité et la productivité même au sein de l'entreprise. Et cela est important pour éviter les conflits sociaux au sein des entreprises. Nous en aurons toujours des conflits, des interprétations, mais moins nous en aurons, mieux ce sera pour l'entreprise sénégalaise qui aujourd'hui, on l'a dit un peu tantôt, est dans un environnement concurrentiel. Et l'environnement concurrentiel suppose vraiment qu'on mette tous les atouts de notre côté. L'entreprise sénégalaise est aussi dans une union. L'entreprise sénégalaise est dans l'UEMOA, l'entreprise sénégalaise est dans la CEDEAO et l'entreprise sénégalaise va vers des zones régionales et internationales, hors du continent. Surtout aussi, l'entreprise sénégalaise reçoit de l'investissement direct étranger. Aujourd'hui, on demande à ce que d'autres viennent s'installer dans notre pays. Il faut donc qu'on puisse vraiment avoir une harmonisation des textes et qu'on puisse avoir des textes lisibles et qui protègent tout le monde, aussi bien l'employeur que le travailleur. Alors, au regard des résultats du Doing Business notamment, on se rend bien compte qu'il y a une progression du statut du Sénégal et de sa position, mais d'un autre côté aussi, on constate qu'il y a encore des lenteurs dans les processus de résolution des conflits. Or, le Sénégal s'est doté de structures d'arbitrage, de médiation, donc l'outil est là, mais les procédures restent encore un peu complexes. Qu'est-ce que le CNP entend faire et avec qui pour améliorer cet aspect-là de l'environnement des affaires? Mais nous travaillons toujours en étroite collaboration avec nos partenaires. Et le principal partenaire, c'est l'État, c'est l'APIX, c'est les groupes de travail au sein du CPI auxquels nous faisons nos propositions pour l'amélioration de l'environnement des affaires, pour tout ce qui touche le doing business, pour tout ce qui touche les processus d'arbitrage et de conciliation, pour l'ensemble des soucis que nous pouvons avoir dans l'exercice de nos activités. Et c'est important, vraiment, dans des cadres comme ça, d'échange, parce que la solution peut venir de n'importe où. Et ces cadres d'échange permettent vraiment d'aller ensemble vers plus, je le disais tout de suite, plus de compétitivité, plus de productivité pour notre économie. Il n'a pas été question que de droit du travail lors de cette journée d'atelier et partage. Il a aussi été question d'emploi, de formation professionnelle et de valorisation des compétences professionnelles. Alors, quel est le cheval de bataille du CNP sur cette question hautement stratégique? Aujourd'hui, notre credo, c'est vraiment qu'il y ait plus d'adéquation entre formation et emploi. Et ce sur quoi nous sommes aujourd'hui en train de travailler, c'est sur cette nouvelle proposition de formation duale qui se fonde sur le principe de l'alternance. C'est-à-dire qu'elle allie l'apprentissage pratique et l'enseignement théorique en lycée professionnel ou ce qu'on dit en centre ressources selon la formule 80-20. Aujourd'hui, les conditions pour l'entreprise formatrice sont de, par exemple, signer un contrat type avec l'apprenant tout en respectant la législation du travail en matière de rémunération, de durée de travail, de congé. C'est d'allouer aussi à l'apprenant une allocation mensuelle, par exemple, et c'est de disposer
au moins d'1 mètre d'apprentissage. Parmi tant d'autres critères, l'apprenant n'est pas un stagiaire. Il est engagé par l'entreprise pour toute la durée de sa formation et il bénéficie à ce titre d'un contrat d'apprentissage. Donc c'est une nouvelle façon d'allier formation et emploi en milieu professionnel. Et les jeunes qui sont bénéficiaires sont des jeunes qui sont en qualification professionnelle et qui souhaitent contribuer aux efforts et dont les entreprises souhaitent contribuer aux efforts de formation des jeunes dans des métiers dont les secteurs sont ciblés déjà, tout ce qui tourne autour de l'hôtellerie, le tourisme, le BTP, l'énergie, l'agriculture, la mécanique, l'informatique, etc. Mais cependant, il y a quelque chose d'important qu'il faut souligner, c'est qu'il est retenu que l'allocation que doit donner l'entreprise à chaque apprenant, et qui reste fixée à 50 000 francs, et que aussi il faut que les parties prenantes à cette formation duale au Sénégal doivent s'accorder sur le modèle de financement. Et à ce jour, cette allocation et ce financement devraient être pris en charge par l'État à travers la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Mais il y a aussi un autre volet qui est là, c'est que il y a le fonds de financement de la formation professionnelle technique, le 3FPT, qui quand même doit pouvoir soutenir cette formation et nous sommes en négociation avec le fonds et le fonds est partie prenante à travers le ministère de la formation professionnelle et technique à la mise en place de ce nouveau dispositif qui, à mon avis, peut être très efficace et très bénéfique pour notre pays. À présent, voyons M. Ibrahim Mbaye, président de l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, la SPRH, qui renferme l'essentiel des directeurs des ressources humaines des entreprises sénégalaises. Nous allons voir avec M. Ibrahim Mbaye l'opportunité du choix du thème. Monsieur Ibrahim Mbaye, vous êtes président de l'ASPRH, donc l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines. Et en partenariat avec le Conseil national du patronat, vous avez organisé un événement majeur. C'est cet atelier de partage sur le code du travail, la formation et l'insertion professionnelle. Alors, on sait qu'il y a plusieurs fers au feu, mais pourquoi le choix de ce thème au regard de l'actualité de l'entreprise sénégalaise? Vous savez, actuellement, l'actualité est marquée par l'emploi au Sénégal, le problème du travail, des contrats de travail, des stages. Des choses, beaucoup sont galvaudées maintenant. Il fallait repréciser ces différents thèmes. C'est pourquoi nous avons convié nos collègues directeurs des ressources humaines à se retrouver autour d'un atelier pour partager tous ces concepts. La formation professionnelle, vous savez, maintenant, pour occuper un poste, il faut que vous soyez formé. On parle de formation très souvent maintenant, mais qui former et comment les former et comment faire de sorte que qui entrent en entreprise avec une certaine formation, avec une certaine compétence pour occuper le poste. Beaucoup de choses ont été déclinées. Nous avons pensé d'abord parler du contrat du travail. Comment il doit être formé. Trois principes majeurs, comme on le dit, le lien de subordination, la prestation de service et la rémunération, sans lesquels on peut avoir contrat de travail. Le délai qui doit être imparti, tout cela a fait que beaucoup de questions ont été posées par nos collègues et des réponses ont été apportées. On a aussi parlé de l'aide au retour, en partenariat avec l'Office des migrations, pour voir comment aider nos compatriotes sénégalais basés notamment en France, pour leur faire devenir au Sénégal et apporter leur pièce à l'édifice. Et l'Office a défini certains critères pour pouvoir les aider à venir au Sénégal et occuper les postes. Voilà, c'est ça, exactement. Très bien. Alors aujourd'hui, on se rend compte que l'entreprise sénégalaise est en pleine mutation, déjà en interne, mais également par rapport à l'environnement international, qu'il soit sous-régional ou international. La concurrence est de plus en plus forte et on voit apparaître de plus en plus des mutations dans l'emploi. On parle de dématérialisation de certaines fonctions, le travail à distance, l'augmentation de la sous-traitance, le travail temporaire et autres. Est-ce que le droit du travail sénégalais répond à ces mutations? Et par défaut, quelles sont les réponses qu'on peut y apporter par la jurisprudence, entre autres? Mais à mon avis, le droit du travail doit être réformé, même si certaines imperfections ont été un peu enlevées par rapport au code du travail du sénégalais. Mais c'est un code du travail qui a 17 ans d'âge. Hein. Et je pense qu'il faut refaire la CCNI
pour ne pas le nommer, a été instauré depuis 1982. Ce qui fait que beaucoup de DRH n'étaient pas encore nés, la plupart. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait un certain toilettage de ce code, des conventions collectives, pour qu'il soit adapté à nos réalités maintenant. Il était même question de faire un code du travail sous-régional que les pays de l'UEMOA partageaient, mais tout ça est à l'état de projet. Je pense que tout ça, dans le cadre sous-régional, c'est quelque chose qu'il faut actualiser, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre pour que ça réponde à nos aspirations. Vous allez en Occident où la plupart du temps nos élus sont formés. Là, même si le Code du travail sénégalais a été inspiré de celui français, nous apporte à nous avons certaines spécificités à mettre en œuvre pour que le Code réponde mieux à nos réalités. Vous avez parlé des nouveaux enjeux. Oui, il existe. Nous parlons souvent maintenant de l'auto-emploi. Tout ça, c'est des concepts nouveaux. Mais je pense que auto-emploi, pour qui? Quel financement? Quelle garantie? Tout cela, je pense, doit être défini pour que nous, directeurs des ressources humaines, nous soyons vraiment à la base de tout ce qui doit se faire au niveau étatique comme au niveau sous-régional. La SPRH renferme des ressources humaines, des compétences extraordinaires, puisque l'essentiel des directeurs des ressources humaines au Sénégal, avec tout le capital expérience que ça représente, sont membres de votre organisation. Ça veut dire que vous êtes un partenaire incontournable du législateur dans la définition de ses politiques et des textes. Comment pouvez-vous intervenir pour faire passer votre expérience et accélérer le processus? Nous avons une vieille association qui s'appelait au début l'Association nationale des directeurs des cadres du personnel. Et tout récemment, il y a 2 ans, nous avons fait une assemblée générale à l'issue de laquelle nous avons changé la dénomination par l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines pour ratisser large. Ce ne sont pas maintenant les directeurs et seulement les cadres du personnel, mais tous ceux qui sont dans la profession des ressources humaines. Nous sommes environ 2000 membres et chaque mois nous tenons ce que nous appelons les cafés RH et nous parlons d'un thème d'actualité, aide à la professionnalisation comme on dit, une forte volonté de faire progresser la gestion des ressources humaines, ce qui fait que nous, au niveau du CNP, nous assistons chaque année au colloque international, en marge des assises, je vais même dire, que ce que nous appelons le colloque international des DRH. Cette fois-ci, les assises se tiendront au mois de février, les 13 et 14 précisément, et nous allons parler de la formation continue. Nous en définirons les enjeux, les perspectives et voir exactement comment adapter la formation continue aux professionnels des ressources humaines. Dernier point, perspective d'avenir. Le Sénégal va devenir un pays pétrolier dans un délai relativement restreint. Et bien évidemment, l'exploitation pétrolière va changer le paysage au Sénégal. Il va y avoir de nouveaux métiers qui vont émerger, de nouveaux rapports de travail avec la sous-traitance, l'offshore et autres. Comment peut-on anticiper ces phénomènes-là et comment participent-elles à la réflexion pour la maîtrise de ces nouveaux métiers? Oui, c'est évident. Mais quand il y a la recherche pétrolière, quand les gisements seront trouvés, quand l'exploration aura commencé, nous devrons nous adapter. Sinon, nous disparaîtrons. Et ces nouveaux métiers, c'est d'ores et déjà que nous devons nous préparer à ça. Je pense qu'il y a des écoles de formation qui ont commencé à se lancer à ces nouveaux métiers. Et il y en a qui sont en train d'être formés. Je pense que nous devons être à la base de tout cela pour que nous ne soyons pas à reste. Tout compte fait de nouveaux métiers, certes, de nouveaux emplois, mais certains vont disparaître. Comment redéployer tous ces personnes-là par rapport à ce nouveau métier? Je pense que la question est en train de poser et il appartient à nous de trouver les solutions quand même. Très bien. Merci beaucoup, Président. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez souhaité que je vous pose? Mais je pense que tout a été dit. Simplement vous remercier pour cette interview. Je pense qu'il nous appartient à nous, comme je le disais toujours, d'être à l'avant-garde de tous ces balbutiements, de toutes ces transformations, cause pour laquelle l'ASPRH sera toujours avant-gardiste et ne manquera pas d'apporter sa pierre à l'édifice. Vous êtes bien sur l'entreprise citoyenne, le magazine du Conseil national du patronat du Sénégal en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Ne quittez pas. Notre émission de ce jour est consacrée à l'atelier de partage sur le droit du travail
la formation et l'insertion professionnelle, organisé par le CNP en partenariat avec l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, l'ASPRH. À présent, un cours magistral et un éclairage sur le droit du travail sénégalais avec le docteur Henri-Joël Tagoum Fombeno, docteur en droit privé, auteur de l'ouvrage Droit du travail sénégalais. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à l'atelier de partage organisé par le Conseil national du patronat et la SPRH sur le droit du travail, la formation et l'insertion professionnelle. C'était à Dakar pour les entreprises. Docteur Henri-Joël Tagoum Fombeno, vous avez publié un ouvrage, Droit du travail sénégalais, qui répond à un certain nombre de préoccupations des entreprises et des experts. Quel est le contexte qui a présidé à la publication de cet ouvrage? Pourquoi l'idée d'écrire cet ouvrage sur le droit du travail sénégalais? Deux motivations principales. D'abord, le droit du travail est une composante incontournable dans la vie des entreprises. De l'embauche salarié à son départ de l'entreprise, le droit du travail est au cœur de tout acte RH. Donc, à cet effet, il est indispensable, aussi bien pour l'employeur que pour les salariés, d'avoir la maîtrise parfaite de cette matière qui est réputée complexe, très mouvante, dont l'évolution est étroitement liée aux contingents sociaux et économiques. C'est aussi un droit d'actualité et qui évolue beaucoup. Donc, c'était déjà la première motivation pour la rédaction de l'ouvrage. La seconde motivation, c'était depuis 1987, année de la publication d'un ouvrage de référence sur le droit du travail sénégalais, les réformes ont profondément modifié, profondément changé le visage du droit du travail sénégalais. Les multiples réformes depuis les indépendances ont permis au marché de l'emploi d'être flexible, à l'entreprise d'être compétitive. Donc, un nouveau code du travail a vu le jour en 1997. Il y a des décrets d'application qui ont été élaborés, qui ont été adoptés. Il était donc temps qu'un nouvel ouvrage puisse être publié sur le droit du travail sénégalais. Donc voilà un peu les deux principales motivations qui ont conduit à la rédaction de cet ouvrage. Parce que le droit du travail, comme je le disais tantôt, c'est une matière très vivante, c'est une matière en constante évolution et les choses vont très vite. Or, comme je l'ai dit, le premier ouvrage de référence a été écrit en 1987, ça fait 30 ans aujourd'hui. Il était temps de mettre sur le marché ou de mettre à la disposition des professionnels RH, des magistrats et tout, d'un ouvrage actuel. Quelles sont les grandes évolutions dans le monde du travail et quel est leur impact sur le droit du travail au Sénégal? Plusieurs points, ou quelques aspects. Au départ, parce que le petit code du travail sénégalais date de 1961. Ce code du travail avait été conçu à l'époque un peu du plein emploi. Il était bâti autour de la stabilité de l'emploi. Mais il y a eu le premier choc pétrolier dans les années 74. Il y a eu les programmes d'ajustement structurel qui sont arrivés après. Sous la pression de cet environnement, non seulement le Sénégal, mais les autres pays africains étaient obligés de revoir les législations. Parce que tout simplement, le patronat disait, c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Si c'est l'entreprise qui crée l'emploi, il faut protéger l'entreprise et non le salarié. Et comment protéger l'entreprise et non le salarié? Pour protéger l'entreprise, il faut assouplir certaines règles qui sont censées très rigides. Il faut permettre à l'employeur de se séparer du salarié sans trop de règles de procédure. Mais malgré cela, le Sénégal quand même a beaucoup résisté. Parce que si vous regardez ailleurs certains pays africains, leur deuxième génération au code du travail date dès les années 90, mais le Sénégal a attendu 97 pour adopter un nouveau code du travail. Le Sénégal n'est qu'à sa deuxième génération, alors que d'autres pays africains sont à la troisième génération. Mais malgré cette flexibilité, il faut dire que le code du travail actuel, il y a plus une stabilité. Parce que le
contrat de travail à durée indéterminée reste le contrat de droit commun. Et c'est sur ça que le Code du travail sénégalais est bâti. C'est vrai, depuis les années 80, avec ce plan d'ajustement structurel, on a assisté un peu à la précarisation de l'emploi, à la multiplication des emplois précaires. Les contrats de travail temporaire, les CDD, les contrats pour surcroît d'activité, ce sont des contrats qui n'existaient pas avant. Mais, malgré tout, le législateur a tout fait pour encadrer rigoureusement ces différents types de contrats, ces contrats précaires. Quand vous prenez l'article L45 du Code du travail sénégalais, par exemple, il est clairement dit que le contrat à durée déterminée ne peut pas avoir pour but de pouvoir un emploi permanent de l'entreprise. C'est vrai, on a multiplié, le Code du travail a prévu plusieurs types de contrats précaires. Mais ces contrats précaires-là ne peuvent être signés que dans un but précis. On ne peut pas conclure un contrat précaire pour un emploi permanent dans l'entreprise. Ce qui fait que le salarié souvent, il ne connaît pas ses droits, il est souvent ignorant. Parce que si le salarié est conscient que le poste qu'il est, c'est un emploi permanent, mais qu'il a été recruté à un contrat précaire, un contrat temporaire, il a la possibilité de saisir les tribunaux et se rendre pour obtenir justice. Depuis la chute du mur de Berlin, le monde issu de l'économie de marché a généré des mutations profondes du profil des emplois. Nous assistons aujourd'hui à l'émergence, au développement de fonctions délocalisées. La dématérialisation a fait son œuvre. Il y a le télétravail et d'autres formes de travail temporaire et autres qui se développent. Comment le droit du travail a-t-il répondu à ces nouvelles formes d'emploi? Votre question a deux volets. Je commence déjà par le contrat de travail temporaire. Ce qu'il faut dire, il ne faut pas avoir de pression dogmatique sur la question. Nous évoluons aujourd'hui dans un environnement globalisé. Nous sommes dans un contexte de mondialisation. Le Sénégal, comme les autres pays, nous ne pouvons pas échapper à ce qui se fait ailleurs. Le contrat de travail temporaire est conçu pour des tâches, ce qu'on appelle des missions ponctuelles. C'est tout simplement que sur le terrain, souvent, il y a des abus. Parce que le contrat de travail temporaire, c'est deux types de relations. Il y a une relation, un contrat de mise à disposition qui est signé entre une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice. Et le salarié qui est mis à disposition, c'est plutôt le salarié de l'entreprise de travail temporaire. Le problème du Sénégal, c'est que le travail temporaire a été prévu par le Code du travail sénégalais en 1997 à travers l'article L226. Mais le décret d'application de ce contrat de travail temporaire, le décret d'application a été adopté en 2009. Vous voyez, ça fait beaucoup de temps après. Donc, il y a eu une longue période où les gens évoluent un peu dans l'informel. Mais quand vous prenez le décret d'application, le législateur sénégalais, quand même, a tout fait pour éviter qu'il y ait des abus de la part de l'employeur. Pour la protection du salarié qui est en contrat de travail temporaire. Il a été imposé, il est prévu une caution qui n'existait pas. Donc, si, par exemple, l'entreprise de travail temporaire n'arrive pas à payer ses salariés, l'entreprise, par le biais de la caution, doit pouvoir payer ce salarié-là. On a imposé évidemment qu'il y ait un écrit. S'il n'y a pas d'écrit, on considère que le salarié est engagé par un contrat à durée indéterminée. Maintenant, quand on prend le cas du télétravail, c'est vrai, quand on prend le Code du travail aujourd'hui, il est bâti autour du présentiel. Il faut que le salarié soit présent sur site. Mais le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, on ne peut plus gérer le télétravail. Je prends par exemple un webmaster, quelqu'un qui est chargé par exemple de mettre à jour le site web d'une entreprise. Il n'a pas besoin d'être dans l'entreprise pour faire le travail. Il peut être dans un coin reculé du Sénégal et faire le travail. Donc, il faut que le Code du travail évolue dans ce sens-là pour prendre en charge tous les aspects du télétravail afin d'éviter des abus. Et pas seulement du télétravail, mais le travail nomade, le salarié qui constamment est en train de déplacement. Comment le gérer? Il faut que le législateur puisse vraiment évoluer et faire des études sur la question pour que le Code du travail puisse être amendé ou pour qu'on puisse légiférer sur la question.
On n'a pas le choix. La dématérialisation des procédures a engendré un gain de temps et d'efficacité. Grâce à la numérisation des procédures, le Code du travail a-t-il pris la mesure de ces progrès? Et comment compte-t-il y répondre? Effectivement, c'est une question très intéressante. Quand vous parcourez le Code du travail sénégalais, vous vous rendez compte que tout ce qui est question de technologie de l'information et de la communication, ce volet-là, c'est un pan entier qui n'est pas pris en compte dans le Code du travail sénégalais. Quand vous prenez, je prends un exemple simple. On vous dit, quand vous prenez la partie sur le salaire, on va vous dire que le salarié est payé sur le bulletin de salaire. Quand il reçoit son bulletin, il parle qu'il a reçu. C'est dépassé ça aujourd'hui. Une entreprise de 500 salariés, une entreprise de 100 salariés, il faut profiter de nouvelles technologies. Il y a des logiciels aujourd'hui, quand vous finissez le traitement des salaires, en un clic, chaque salarié reçoit son bulletin dans sa boîte email. Donc, on va évoluer vers là. Quand vous prenez, par exemple, un autre aspect, le registre employeur, on va vous dire côté, café et tout. Non. Profitez de nouvelles technologies. Ça fait économie. Le registre de l'employeur n'a plus besoin d'être un registre physique. Ça peut être un registre, ça peut être dématérialisé. De même qu'il faut dématérialiser les bulletins de salaire, il faut dématérialiser le registre de l'employeur. Il faut qu'on évolue. Il y a des notifications qu'on fait aujourd'hui, même par SMS et tout. Quelle est la valeur juridique de ces notifications-là? On donne une adresse pour des renseignements à un salarié, une demande d'explication au salarié, ou si on peut licencier un salarié en lui envoyant tout simplement un SMS, en lui envoyant un mail. Ça, ce sont des questions, il faut légiférer là-dessus. Il faut mieux encadrer pour éviter des abus. Ça, c'est important. Ce volet est important. Il faut que les législateurs sénégalais se penchent là-dessus. Malgré tout, il subsiste encore trop de conflits liés au droit du travail. Est-ce un problème de formation, d'information ou de complexité des procédures? La première des choses, je crois déjà, il faut que dans chaque entreprise, souvent c'est par ignorance, le conflit naît souvent de l'ignorance. Si les salariés sont mieux sensibilisés sur leurs droits, on peut éviter les conflits. Déjà, il faut que dans chaque entreprise, on mette en place ce qu'on appelle un manuel de procédure. Ça, c'est très important. Il faut que dans les entreprises, il y ait des manuels de procédure, un manuel de procédure RH. Le manuel de procédure, ça permet à chaque salarié de connaître ses droits. Ça, c'est très important. Et maintenant, il faut mieux sensibiliser. Parce que quand vous regardez la législation du Sénégal déjà, en matière de conflit, le législateur sénégalais a beaucoup assoupli les choses. Par exemple, en matière de grève, pour le code de 90, il fallait nécessairement passer par une procédure d'arbitrage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est vrai. Pour aller même en grève au Sénégal aujourd'hui, la procédure, juste après la notification du conflit et le chef de la tentative de conciliation, il faut un préavis de 30 jours. C'est l'un des préavis les plus longs dans le monde. Vraiment, le préavis, c'est une semaine, 4 jours. Au Sénégal, c'est très long. Donc, moi, je crois, dans ce domaine, il faut beaucoup plus communiquer, il faut beaucoup plus sensibiliser. Et les représentants des travailleurs également doivent être formés sur leur mission. Parce qu'un représentant du travailleur, un représentant du personnel qui est bien formé, ça, c'est l'entreprise qui gagne. Et c'est pour ça que les entreprises aussi doivent mettre en place un budget pour ça, pour prendre en charge la formation des représentants du personnel, pour que les représentants du personnel puissent mieux jouer leur rôle. Sinon, si vous constatez d'ailleurs, les conflits sont de moins en moins, on assiste de moins en moins aux conflits dans l'entreprise. Quand il y a des conflits, ça veut tout juste dire problème quelque part. Mais si on a des bons représentants de travail, si on signe avec le personnel, on peut s'entendre sur quelque chose, d'être plus transparent dans la gestion. Et si nous, par exemple, un protocole d'accord avec le personnel, sur une certaine leur dit, voilà nos droits, voilà vos droits et obligations pendant cette période, voilà les droits et les obligations de l'employeur pendant cette période, par exemple en termes d'augmentation du plan de carrière, ça évite les conflits pendant la période. Avant de nous quitter, y a-t-il un point que vous auriez souhaité approfondir? On a fait le tour. Et tout simplement, peut-être revenir un peu rapidement la formation du contrat de travail, parce que c'est souvent le cas. Dans certaines entreprises, le salarié est recruté sans contrat. Le contrat n'est pas réalisé par écrit.
Et souvent, l'employeur se dit, comme il n'y a pas de prix, il n'y a pas de contrat de travail. Donc, il se lève souvent le matin et dit au salarié d'arrêter de travailler et qu'aucun contrat ne l'est lié. Je peux tout simplement rappeler que le contrat de travail, c'est un contrat consensuel. Il n'a pas besoin d'écrit pour exister un contrat de travail. Il se forme par le simple échange de consentement. Donc, si il n'y a pas d'écrit, ça veut tout simplement dire que le salarié est engagé par un contrat à durée indéterminée. Il est appelé à faire carrière dans l'entreprise. Ça, il n'y a rien à faire. Et l'employeur, s'il veut se séparer de lui, il faut qu'il respecte la procédure de licenciement. Il faut au préalable que le salarié ait commis une faute. Sinon, s'il se sépare de lui en disant qu'il n'y a pas de contrat, le salarié saisit les tribunaux, l'employeur sera condamné pour licenciement abusif. Oui, effectivement, comme j'ai dit, le volet formation est un volet très important. Mieux les salariés et leurs représentants, d'abord les représentants du personnel, mieux ils sont formés, mieux l'entreprise, ça évite les conflits. Et mieux souvent les salariés sont associés à la gestion. Quand ils sont associés, les syndicats souvent le disent, que tout ce qui se fait sans nous se fait contre nous. Donc il faut les associer. Ils ne sont pas dedans nécessairement pour nuire. Quand ils sont mieux formés, quand ils sont associés à la gestion, ça, c'est l'entreprise qui gagne. Et le personnel aussi, il faut l'associer. Le personnel, comme je le dis très souvent, c'est une richesse au même titre que le capital social. Le capital humain est une richesse. C'est pour ça dans certains pays, les pays anglo-saxons aujourd'hui, on ne parle même plus du directeur des ressources humaines, on parle du directeur du capital humain parce que le salarié, c'est un capital au même titre que les autres richesses de l'entreprise. Donc, investir dans la formation du salarié, investir dans la formation des représentants du personnel, là, c'est toujours un gain pour l'entreprise. Malheureusement, quand nous regardons nos législations, contrairement à ce qui se passe en France, l'employeur n'a pas d'obligation. Alors qu'en Europe, par exemple, il y a une obligation de formation. Ce qui n'est pas encore le cas dans la plupart dans notre législation. Docteur Henri-Joël Tagoum Fombeno, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Droit du travail sénégalais. Merci beaucoup. Notre émission de ce jour est consacrée à l'atelier de partage sur le droit du travail, la formation et l'insertion professionnelle, organisé par le CNP en partenariat avec l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, l'ASPRH. Au cours de cet atelier de partage, une présentation a été faite par Madame Dominique Minsa, directrice de l'OFI, Office français de l'immigration et de l'intégration, d'un service intéressant, c'est l'insertion emploi. L'OFI est le seul opérateur de l'État français en charge de l'intégration des migrants durant les 5 premières années de leur séjour en France. Cet office propose des missions de gestion des procédures de l'immigration professionnelle et familiale, la gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, celle des aides au retour et à la réinsertion, participant au développement solidaire, ainsi que la lutte contre le travail illégal. Et dans ce cadre, l'OFI travaille avec tous les acteurs institutionnels en France et à l'étranger, les préfectures, les postes diplomatiques et consulaires, afin d'apporter la meilleure offre de services au public migrant et aux employeurs d'étrangers en situation régulière. Il est intéressant de savoir que depuis le 1er juin 2009, les titulaires d'un visa d'une entrée supérieure à 3 mois portant la mention étudiant sont dispensés de solliciter une carte de séjour temporaire la première année de leur séjour en France. Le produit présenté par l'OFI s'appelle l'aide à la réinsertion. En effet, l'OFI contribue financièrement, sous condition, à la réinstallation des migrants sénégalais en finançant leurs projets économiques, les études techniques et une formation et l'appui au démarrage de projets de réinstallation sont également assurés par le dispositif. Un comité mixte franco-sénégalais valide l'éligibilité des promoteurs et les projets de réinstallation, ainsi que le montant de leur financement. L'aide à la création de microprojets économiques est ouverte aux bénéficiaires de l'aide au retour volontaire, l'ARV, ainsi qu'aux ressortissants sénégalais sous réserve d'éligibilité.
Autre secteur dans lequel l'OFII intervient, c'est l'immigration familiale. Pour accompagner la réinsertion effective des bénéficiaires, le périmètre des aides à la réinsertion, qui était axé auparavant exclusivement sur la création de petites entreprises, ainsi que leur nature ont été diversifiés afin de mieux répondre aux besoins des différents publics cibles. Désormais, les aides à la réinsertion s'articulent autour d'un dispositif à 3 niveaux. Il y a d'abord une aide à la réinsertion sociale. Cette aide comprend un accompagnement social des bénéficiaires et de leurs familles au niveau du logement, de la santé et des frais liés à la scolarisation des enfants. Il y a également une aide à la réinsertion par l'emploi. Cette aide se traduit par un accompagnement personnalisé du salarié afin de l'aider à mieux appréhender le monde du travail, ses codes et à s'insérer dans l'entreprise. L'aide comprend la prise en charge d'une partie du salaire brut hors charge patronale ainsi que la prise en charge d'une formation professionnelle complémentaire en adéquation avec l'emploi obtenu. Et troisième élément, une aide à la réinsertion par la création d'entreprises. Cette aide comprend la prise en charge d'une étude de faisabilité du projet et l'attribution d'une aide au démarrage du projet de réinsertion par la création d'entreprises. Selon la situation et les besoins des bénéficiaires, ces aides peuvent se combiner entre elles au sein de packages réinsertion en fonction des profils des bénéficiaires. La représentation de l'OFII apporte son concours aux membres des familles bénéficiaires d'une procédure de regroupement familial visée favorablement par une préfecture afin de faciliter l'obtention de leur visa long séjour regroupement familial. Elle entreprend au Sénégal avec les membres des familles les premières démarches utiles à leur intégration en France. Dans le cadre du processus d'intégration des étrangers en France, l'OFII est chargé depuis fin 2009 de faire passer, en cas de besoin, pour les bénéficiaires du regroupement familial ainsi que pour les conjoints de Français, une évaluation de connaissance de la langue française et des valeurs de la République, le cas échéant de disposer d'une formation, notamment pour l'apprentissage de la langue française, et enfin de faire passer une visite médicale de prévention afin d'obtenir le visa. Voilà donc des éléments qui sont mis en place pour la promotion de la migration professionnelle qui se conjuguent selon plusieurs composantes, toutes reprises dans l'accord de gestion concerté des flux migratoires signé entre la France et le Sénégal le 23 septembre 2006, complété par un avenant signé le 25 février 2008. Ainsi donc, une entreprise sénégalaise qui souhaiterait envoyer un de ses agents en renforcement de capacité en France peut contracter avec une entreprise française pour une formation à durée déterminée. L'entreprise française prend en charge le salaire, la rémunération et les frais de séjour du travailleur déplacé et s'engage, à l'issue de sa formation, à le renvoyer dans son entreprise d'origine, celle-ci prenant l'engagement de lui réserver son poste et de lui garantir des conditions d'épanouissement liées au nouveau statut acquis. L'OFII et la coopération française, dans le cadre du dispositif d'accompagnement pour la première année, peuvent prendre en charge financièrement le différentiel entre le salaire de départ de l'agent et son nouveau traitement salarial, ainsi qu'une aide à la création d'entreprises si, à l'issue de ce voyage, un étudiant sénégalais décidait de rentrer au Sénégal avec un projet d'entreprise. Voilà donc différents éléments qui sont intéressants à connaître. Et pour plus d'informations, se rapprocher de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, adresse 111 rue Joseph Gomis au 2e étage, boîte postale 4114 Dakar, téléphone 33 821 08 42. Adresse mail ofii-sénégal@orange.sn. Et le site web, c'est www.ofii.fr. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur le droit du travail, la formation et l'insertion professionnelle. Comme l'a dit M. Alioune Ba, secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat, nous sommes au début d'un processus de réflexion qui va se poursuivre et donc nous aurons l'occasion dans les prochains mois de revenir sur ces questions hautement stratégiques car le droit du travail, c'est
les droits des travailleurs, c'est les droits des employeurs, c'est l'harmonisation de la relation employeur-employé. C'est également un facteur de paix sociale et de progrès pour le Sénégal. Et nous ne manquerons pas de suivre l'évolution de la réflexion et surtout les contributions des différents acteurs pour une amélioration sensible de l'environnement des affaires au Sénégal. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission L'entreprise citoyenne. Le Conseil national du patronat et la Fondation Konrad Adenauer vous remercient pour votre attention et vous fixent rendez-vous pour la suite du programme.